Guillaume Play. Voilà plus d'1 an que cette enquête a commencé autour de celui que tout le monde connaît. Et ce que vous allez découvrir dépasse largement sa seule personne, si je peux vous teaser. Lui, contre lui, il le déteste parce qu'il est désagréable, parce qu'il leur parlait comme de la merde. Mais nous, aussi, on le déteste parce que c'est un prédateur, en fait. Pendant des mois, nous avons recueilli des témoignages, recoupé des informations, analysé de nombreux documents et échangé avec d'anciens collaborateurs, journalistes, auteurs et observateurs de son parcours. Nous avons tout réuni ici. Car derrière l'animateur à succès, derrière Legend et ses millions de vues, se dessine tout un écosystème, un réseau d'influence, d'intérêts, de stratégies et de relations que le grand public ne perçoit pas forcément. Vous allez entendre des personnes qui n'ont jamais pris la parole publiquement. Vous allez découvrir des histoires couvrant chaque période, d'avant Énergie jusqu'à Legend, en passant par le QG et même par des projets vite mis sous le tapis pour se faire oublier. Cette investigation raconte aussi comment certaines figures du business, des médias, du web et de la politique se croisent, collaborent et participent à construire des espaces d'influence toujours plus puissant, et ça autour de l'inarrêtable Guillaume Play. Pourquoi les précédentes polémiques ne l'ont jamais réellement fragilisé? Pourquoi si peu de personnes ont accepté de parler jusqu'à aujourd'hui? Qui sont les acteurs inattendus que vous connaissez très bien sur YouTube, ou pas, et qui gravitent autour de Legend, nourrissent son ascension, et vice-versa. C'est ce que nous allons démêler. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner, aux journalistes, spécialistes, aux auteurs et prétendues victimes qui ont contribué à construire ce gigantesque épisode. Nous n'avons pour objectif de condamner qui que ce soit. Notre but est simple, documenter, contextualiser et finir par révéler. Suivez bien jusqu'à la fin, ça va être intense. Magnéto. Que vous soyez fan ou non de Guillaume Play, de Legend, peu importe pour l'instant. Ce qui nous intéresse ici, c'est autre chose. En 2026, que représente vraiment le business autour de ce média sur lequel vous êtes au moins une fois tous tombés? Comment le modèle fonctionne-t-il? De quoi vit-il? Et surtout, à qui profite-t-il? Pour comprendre ça, on va devoir passer par un peu de contexte. Restez avec moi quelques minutes. Le croustillant arrive juste après. Legend est coproduit par une agence marketing appelée Influx. Sur le papier, rien d'extraordinaire, une néo-agency qui signe des créateurs, négocie des sponsors, finance des projets, apporte un soutien logistique et met à disposition son expertise stratégique. Classique en apparence. Ce que l'agence appelle son crew est en réalité un portefeuille très structuré. Une figure forte dans chaque type de contenu, lifestyle, médias, finance, divertissement. L'objectif n'est pas seulement de représenter des talents, mais d'occuper méthodiquement chaque segment d'influence rentable. Ce qu'on appelle une verticale. Le plus impressionnant, c'est que cette version d'Influx n'a même pas 5 ans d'existence et elle s'impose déjà face à des acteurs installés. Si la dynamique continue, elle pourrait même très bientôt dépasser Bump, l'agence liée à Squeezie, voire frontalement concurrencer Webedia. Webedia d'ailleurs, c'est précisément au sein de leur équipe que Guillaume Play a évolué juste avant et ce détail n'est pas anodin, on y revient. L'artiste Norman. Bienvenue, ça fait plaisir de t'avoir. Merci pour l'invite en tout cas. Tu sais que je t'écoute tous les matins en venant ici. Derrière Influx, il y a un homme. Pour l'instant, vous savez quoi? On va juste l'appeler Big Boss. Son identité, on la détaillera un peu après parce qu'il est la pièce stratégique dans l'ombre de Guillaume Play. Alors restons pour l'heure très factuel. Big Boss, c'est quelqu'un qui a très tôt compris comment fonctionne la mécanique du business digital. Influx ne sort pas de nulle part. L'agence s'inscrit dans la continuité d'années d'expérience accumulées par son fondateur dans un précédent business, revendu d'abord à des Belges, puis à des Américains. À l'époque, il opérait déjà sur le terrain de l'influence, mais côté marque, pas créateur. Voilà, c'est au moment où la communication digitale était en pleine phase pionnière. Le véritable tournant intervient quelques années avant la pandémie. C'est là que Big Boss rencontre le youtubeur anciennement connu sous le nom de Tech News and Test, aujourd'hui Romain Laneri. Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News & Test. On se retrouve aujourd'hui dans le setup de Vodka. GoPro verrouille le marché de la vidéo et impose son propre standard. Et c'est à ce moment précis que tout commence à prendre une autre dimension. Romain Laneri devient le véritable premier associé stratégique de notre mystérieux businessman dans cette nouvelle aventure. Il s'affiche officiellement partenaire dès 2018 avant de devenir l'an dernier directeur général d'une branche Influx. On n'est plus dans une simple collaboration, on est dans de la structuration. Puis rapidement, un troisième visage apparaît à leur côté, notre cher spécialiste, analyste Apple, qui est régulièrement visible sur ses photos, Léo Duff. Apple a créé une interface si réaliste qu'elle attire l'attention et devient elle-même une distraction. Dans ce monde, tout se paye. Si vous ne payez pas, alors quelqu'un le fait à votre place. Pas de profil LinkedIn pour détailler son rôle, mais selon une source présente à l'époque, il aurait occupé le poste de Head of Content Marketing chez Influx. On se retrouve donc avec 3 figures centrales, les 3 piliers de l'agence, rien de choquant. Le vrai sujet,
est ailleurs. Ces liens sont longtemps restés flous, loin d'être explicités aux internautes, alors même que typiquement les deux youtubeurs cités étaient constamment exposés pour promouvoir et travailler personnellement chez Influx, au-delà même d'être représentés en tant que talent. Ensemble, ils iront même jusqu'à lancer un podcast nommé Takeout, aujourd'hui devenu Speakeasy by Influx, un format orienté business numérique et stratégie digitale. Salut les gars. Salut. Salut Léo. La forme? Bah ouais, très bien. La question du jour, c'est est-ce que... L'image est claire, des créateurs, mais aussi des opérateurs. Des postures d'experts adoptées par les talents Influx ou leurs invités qui, ensemble, semblent chercher à dessiner la météo de demain. Le véritable tournant arrive au moment game changer lorsqu'ils mettent la main sur Guillaume Play à l'été 2022 pour une raison officieuse sur laquelle on reviendra, au moment où Guillaume en fait a été contraint d'arrêter le QG produit par Webedia. C'est à ce moment-là que Big Boss commence à défendre activement des intérêts commerciaux de Guillaume. À cette époque, Legend est loin d'exister. La seule structure que Guillaume porte, c'est sa société de production historique, Locomotive Prod. Et c'est précisément dans cet entre-deux que tout va se redessiner. Une connexion stratégique se planifie rapidement entre nos deux protagonistes. D'un côté, un cerveau structuré, obsédé par les dynamiques du digital. De l'autre, un travailleur compulsif, capable d'enchaîner les formats et les projets sans relâche. Et selon plusieurs témoignages, il partagerait aussi un socle de valeurs politiques clairement à droite. Lors d'une soirée professionnelle à ce titre, justement, Guillaume aurait lâché à un invité « Tu vois Combini, je veux faire un Combini, mais pas de gauche ». Avec le recul, quand on observe certaines lignes éditoriales, la phrase prend une réelle dimension. Et ironiquement, cette fixation sur le média multicolore réapparaît d'ailleurs dans une interview récente de Big Boss. C'était la mode des interviews courtes, des interviews sandwich, pour ne pas citer la concurrence, des trucs en 1 minute et demie où il faut faire rire les gens avec une série de 5 questions qui sont à peu près toujours les mêmes. Très rapidement, les deux hommes vont s'associer pour construire la structure qui donnera naissance à Legend. Une émission promise à un succès fulgurant, le pari est ambitieux et c'est tout droit. Selon les déclarations de lors d'une interview accordée en 2025, plus d'1 million d'euros auraient été investis dans le développement du projet. Et bien évidemment qu'ils y croyaient. Le double réseau Guillaume et Big Boss joue un rôle clé. Les connexions business, les relais d'influence, les opportunités, et tout s'accélère. Le vrai décollage stratégique se ressent particulièrement en 2024 chez Influx. D'abord, grâce au lancement des épisodes payants via Legend Business, amorcé en novembre 2023. Les entreprises s'y intéressent immédiatement, les marques veulent leur place. Et le podcast enregistre lui-même simultanément ses premières envolées spectaculaires d'abonnements mensuels. Ensuite, une envolée, pourquoi? Parce que le rooster commence à faire virevolter. Autour de figures déjà installées comme Léo Duff et Romain Laneri, viennent s'ajouter Willow, Hardisk, Ludoc, Laurent Baffy, puis plus tard Mathias Bassino, directeur Europe de Trade Republic, côté commercial, les créateurs No Business et le média Le Crayon. Je précise, je verbalise uniquement les profils réellement structurants dans leur discipline et dont la collaboration avec Influx est mise en avant de manière répétée. Si l'on observe l'ensemble des talents maintenant qui sont référencés dans l'écosystème Influx, un constat saute aux yeux. Au-delà des différentes verticales évoquées, à l'image de Legend, les lignes éditoriales semblent pencher plus volontiers vers un imaginaire politique plus bleu que rouge. Mode, tech, business, finance, luxe, les thématiques dominantes gravitent autour de la réussite individuelle, de l'investissement, de la performance et de l'entrepreneuriat. L'ensemble de l'orientation globale interroge quand on regarde le tableau, quoi. Legend met régulièrement en avant les forces de l'ordre et les militaires et donne la parole à des figures complotistes, à des représentants de mouvements sectaires, à des personnalités controversées, parfois même clairement situées à l'extrême droite. Soyons clairs, il n'y a aucun problème à inviter des policiers ou des militaires, ce sont des métiers exigeants, exposés, souvent difficiles et méritent d'être entendus. Le malaise, encore une fois, naît ailleurs. Il apparaît lorsque la mise en avant se transforme en glorification sans contradiction, lorsque les récits sont déroulés sans contextualisation, sans questionnement sur les violences policières, par exemple, mise en perspective avec les tensions sociales actuelles. Voilà, nuancer, interroger, confronter, c'est différent que produire du sensationnalisme ou flatter un imaginaire viriliste. En fait, il y a parfois cette impression d'un flirt avec certains codes masculinistes, alors jamais frontal, jamais assumé grossièrement, mais présent en filigrane dans la manière dont les récits sont mis en scène. Ce n'est d'ailleurs pas anodin de voir autant de contenu autour de l'armée, des armes à feu tout simplement, car un des témoins de notre enquête nous a confié que Guillaume Play nourrirait une réelle fascination pour ce domaine, allant jusqu'à posséder lui-même un permis de port d'armes. Tout ça, ça ne daterait pas d'hier, comme en atteste cette photo publiée sur son compte Facebook en 2013, le montrant en pleine session de stand de tir.
Un élément qui, au moment où nous finalisons cette enquête, trouve un écho particulier dans l'article récemment publié par Le Monde, ce 25 juin 2026, au sujet de Guillaume Pley. Deuxième point du malaise, dès qu'il est question de santé ou de profession médicale, médecins, urgentistes, infirmiers, psychologues, les intervenants sont presque exclusivement des hommes. À l'inverse, lorsqu'on aborde le travail du sexe, là ce sont essentiellement des femmes qui sont mises en avant. Et parenthèse dans le même sens, rares sont les fois où les invités et eux ne sont pas amenés à devoir parler de leur sexualité. Cette analyse est d'ailleurs confirmée par une collaboratrice de Guillaume Pley. Pour Le Monde, elle confie: la remarque a été faite à Guillaume qu'il n'y a pas beaucoup de femmes invitées et qu'en plus les femmes qui étaient interviewées parlaient notamment de sexe. Mais Guillaume, il n'est pas du genre à faire gaffe à la parité. Ce contraste pose question. À la profession infirmière par exemple est historiquement et sociologiquement très féminisée. Selon la DRES, en 2021, elle comptait environ 87% de femmes pour 13% d'hommes. Voilà, je laisse simplement ce chiffre ici. Il est donc étonnant que les femmes soient principalement sollicitées sur des thématiques liées à la sexualité, mais beaucoup plus rarement invitées lorsqu'il s'agit de parler sérieusement de santé. Alors que les docteurs et soignantes en France, c'est pas non plus ce qui manque. De la même manière, lorsqu'un gynécologue est convié à 2 reprises pour partager nécessairement des anecdotes qui concernent les femmes, on peut s'interroger sur le fait qu'une gynécologue ne soit pas, elle aussi, à ce moment-là, invitée à prendre la parole. Qu'est-ce que l'hymen, concrètement, et à quoi ça sert au départ? Est-ce qu'il y a une utilité dans le corps? Non, il ne sert à rien, l'hymen. Il est là, c'est un reliquat embryologique. Troisième point de gêne, l'écosystème Influx est ce qui ressort de l'étude des talents signés. Comme on l'a dit, Romain Laneri. Bon, avec lui, on a là le monégasque par excellence, qui multiplie les formats centrés sur l'argent, les belles voitures, l'optimisation, la performance financière, jusqu'à même aller interviewer le patron de Total Energy, voilà, dans un contexte perçu par certains comme une opération de rebranding. Cette transition, elle va pas se faire toute seule et qu'elle est compliquée et qu'elle a des coûts. Ça commence un peu à rechigner les tracteurs agricoles, etc. parce que on commence à impacter le pouvoir d'achat des gens. C'est ça qui est difficile. Et c'est là que l'innovation doit intervenir, puisque c'est pour ça qu'on se retrouve ici, parce que... À cela s'ajoutent des figures controversées, reçues, puis recrutées, comme Laurent Baffy, régulièrement critiqué pour son humour graveleux, parfois misogyne, etc., qui ne laisse pas indifférent non plus. Ça va être le rachat par Big Boss des parts du média Le Crayon, pointé du doigt un nombre de fois incalculable pour leur proximité avec des sphères ultra-conservatrices. Des parts reprises à Stérin, qui était actionnaire de 2023 à 2025. Et à cela s'ajoutent d'autres profils. Paul Barbossa, expert en tech avec ses conseils d'optimisation permanente. Alexis Vanden et un storytelling autour du luxe accessible. Hardisk, qui est passé d'analyste d'effets spéciaux à conférencier business. Ludoc, qui malgré la qualité qu'il faut reconnaître en ses enquêtes, parle constamment de police. Ou encore Mathias Bassino, au visage français de la banque Trade Republic. Vous voyez petit à petit l'espèce de constellation qui se dessine dans la sélection des profils et les types de contenus. Pris séparément, ok, chaque profil peut sembler insignifiant. Ensemble, ils dessinent une tendance culturelle et idéologique relativement homogène, tous logés chez Influx, aux côtés de Guillaume Pley. Vous allez peut-être me dire, non mais là TP, franchement, tu extrapoles. On y est. Big Boss n'est pas simplement un entrepreneur du digital lambda. Son parcours montre des liens étroits et assumés avec la droite française. C'est ce dont on va parler. Mais d'abord, mettons un nom sur son visage. Big Boss s'appelle en réalité Manuel Diaz. Son nom ne vous dit certainement pas grand-chose, mais il est tout bonnement l'homme qui a piloté la stratégie digitale de Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle de 2012, notamment en développant la présence de l'ancien président sur Facebook, ce qui était novateur pour l'époque. Vous êtes aussi l'agence digitale qui a été choisie par l'UMP pour la campagne à venir. Construire des fondations pour rentrer dans la culture Internet telle qu'elle s'envisage pour 2011, 2012 et les quelques années qui arrivent. Il y a presque un demi-million de Français qui ont liké la page de Nicolas Sarkozy sur Facebook. Donc il y a quand même des Français qui sont connectés avec lui. Son agence de communication de l'époque, imakina.fr, est choisie en janvier 2012 pour concevoir le nouveau site de l'UMP. En 2011, Le Figaro le présentait comme le Séguéla du numérique. En gros, une machine de guerre en marketing publicitaire. Et l'ancien magazine masculin très axé sur le luxe et la tech, l'Optimum, l'intègre même dans la liste des 50 personnalités qui vont changer la France. Voilà, rien que ça. On parle d'un certain Musk du digital à la française. De quelqu'un qui, depuis le cercle digital très restreint de la tech, serait capable de transformer en profondeur le paysage multimédia national. Alors dans ce contexte, on comprend mieux la mécanique derrière les apparitions médiatiques autour de Nicolas Sarkozy, chez Légende, dont sa dernière autour de la promotion de son livre de prisonnier, avec une exclusivité qui a été strictement accordée à Guillaume Pley.
Émission exceptionnelle. Aujourd'hui, on reçoit le président Nicolas Sarkozy qui a accepté notre invitation à l'occasion de la sortie de son livre qui s'appelle Le temps des combats. Je vous vois rarement en interview. J'ai écouté toutes les interviews que vous faites, mais vous en faites assez peu. C'est volontaire? Oui. Aujourd'hui, émission exceptionnelle puisqu'on reçoit le président Nicolas Sarkozy qui a accepté notre interview. Je suis invité la 2e fois. Voilà du pain béni pour revenir sur un tas de dossiers controversés. Et non, à cette occasion, pas de question de fond sur l'affaire des écoutes, ni sur Big Malion, pour lesquels l'ex-président a été, on le rappelle, condamné. Pas de mise en perspective sur le dossier Lydia non plus. Et c'est là que l'écart interpelle. Légende qui construit habituellement ses formats sur des histoires atypiques, spectaculaires, qui va aller vraiment interroger frontalement des affaires pour chercher l'inédit. Pourquoi ne pas choisir d'interroger un ancien président, qui plus est de la République française, sur des faits historiquement graves? Ben vous avez votre réponse, hein. Avec Manuel Diaz, Nicolas Sarkozy est littéralement comme à la maison, chez Legend et Influx. Derrière l'image d'un simple podcast à succès, c'est donc tout un écosystème d'influence, de réseaux, de stratégies politiques qui semble se dessiner. Mais de toute façon, tout l'écosystème Influx fonctionne en réseau. On n'est pas simplement sur des collaborations fit and fun aussi entre inconnus quand on a tout ce mélange de personnes. On est sur un système interconnecté. Quand Mathias Bassino intervient sur Legend pour parler de Trade Republic, tel un invité lambda qui a payé, on verra combien après, alors qu'il évolue dans la même écurie que Guillaume Play, on ne peut pas faire comme si tout relevait du simple hasard éditorial ou d'une légende business équitable. Après le 3, 4 ou 5e, quand le business influenceur là, Alec Henry enchaîne Coloscopie, Speakeasy, tout comme dans d'autres exemples autres que lui, pareil, qui se passe en circuit court. Une boucle bien ronde qui va aussi inclure Manuel Diaz, qui va aller faire ses 1h37 d'interview de carrière chez ce même Alec Henry. Il dit ça comme ça, mais ce genre de matraquage médiatique, ça a déjà fait naître des présidents. Manquerait plus qu'à créer un institut de sondage. Et puisqu'on parle affaires, parlons maintenant des formats d'interviews payantes sur Legend. D'après le Revenu Média, une info que vous êtes beaucoup à avoir vu passer, c'est qu'une interview sponsorisée pourrait coûter jusqu'à 79 000 € à une marque. Le Monde ont de leur côté carrément affiché une facture. Sur le principe, si une entreprise investit et que l'opération lui rapporte davantage, c'est le fonctionnement classique de la publicité. Version 2.0, YouTube adapted. Non, si on prend du recul, encore une fois, la vraie question est ailleurs. Elle est éthique. Les abonnés qui suivent Legend, pour ces formats de divertissement, storytelling, très prenant émotionnellement, construisent une relation de confiance avec Guillaume Play, éduquent une habitude, un rendez-vous. Cette confiance devient un capital, une audience à rediriger. Et lorsqu'il bascule vers le format business, concernant ou pas, elle se retrouve face à qui? Des entrepreneurs présentés dans un cadre valorisant, encouragés à dérouler leurs récits et leurs visions sans véritable contradiction. Au contraire, ils y convient même des invités pour appuyer leur discours marketé. Ça passe autant par des experts que des influenceurs. Ça veut dire quoi, expert à l'argent? Alors, expert de la relation à l'argent, ça veut dire que je décrypte les comportements. Les comportements, c'est la partie visible. Autrement dit, tu veux ton légende business? Ok, eh bien sache que tu peux bénéficier d'une tribune où tu peux façonner le discours que tu souhaites transmettre à des centaines de milliers de personnes. On voit bien, ce qui interpelle davantage, c'est que cette mécanique semble peu affectée par les réactions du public dans l'espace commentaire ou à travers l'onglet communauté lors des annonces. Ces épisodes logoisés en jaune sont littéralement remplis de critiques, de vérifications factuelles, de mises en garde ou de contre-arguments formulés par des viewers. Jamais ils ne sont calculés. Et encore heureux qu'ils ne soient pas supprimés. Mais s'en foutent. Encore une fois, vérifier qui ira. Lire en toi, nous pouvons. Pour en finir avec ce type de sponsorisation, si le critère d'entrée principal est la capacité à payer la somme astronomique demandée, qu'en est-il en interne de cette vérification? Quelles diligences sont mises en place pour évaluer la solidité, la fiabilité ou les pratiques de l'entreprise mises en avant? Y a-t-il un travail d'enquête contradictoire avant même qu'on nous propose un produit fini presque parfait? Bien, le principe est-il simple, hein, tant que le budget est là, le tapis rouge est déroulé. Bien là aussi, on nous apprend que certains invités peuvent faire modifier leurs interviews avant leur sortie, ce qui calibre un récit totalement contrôlé et formaté, comme on le soupçonnait. C'est là que le business model de Legend à travers Legend Business interroge, parce qu'à partir du moment où la confiance éditoriale amassée, levée ailleurs, sert de levier commercial vis-à-vis du public, le strict minimum serait d'assurer une prise de responsabilité. Ok, si Manuel Diaz et Guillaume Play apparaissent comme le duo stratégique derrière l'ascension fulgurante de Legend, un troisième nom semble de plus en plus compléter ce triangle d'influence,
Mathias Bassino, trader et ambassadeur chez Trade Republic, visage incontournable de cette néobanque en France. À force de le voir défiler sur Légende, qu'il soit présent lors de la tournée, sponsorisé par Trade Republic, je pense que vous avez peut-être fini par connaître par cœur son discours. Alors il est temps d'un petit peu en parler ici, et pour cela, nous avons demandé à Gilles Petit, notre expert financier, de revenir sur le parcours de Mathias Bassino, son ascension médiatique, mais aussi sur ce que raconte réellement cette success story lorsqu'on a le regard de quelqu'un d'un peu plus critique et averti. En fait, Mathias Bassino, c'est l'ami de la famille. L'oncle qu'on invite à déjeuner le dimanche en famille et qui vous vient vous expliquer un petit peu la vie. Il se présente comme étant trader. On l'imagine tout de suite miser des milliards, un petit peu comme Leonardo DiCaprio sur les marchés internationaux. Alors, il était dans une salle de marché, mais il était dans une salle de marché où on n'échange pas forcément des milliards. Il était dans une salle où on élabore, on construit tout simplement des produits financiers. Mathias Bassino, c'est quelqu'un qui a un background de vendeur et de marketing. Donc son principal travail, c'était d'imaginer quelle pouvait être la bonne idée du moment pour investir dans un produit financier qu'on allait construire, tout simplement. Monsieur et madame tout le monde n'a aucune connaissance de ce que c'est qu'une vraie salle de marché, donc il joue sur cette petite ambivalence, et puis il vient gentiment vous expliquer que l'inflation, phénomène qui existe depuis que le capitalisme existe, ça va quand même attaquer vos économies et qu'il faudrait vraiment faire attention, et que ça serait peut-être bien d'investir en bourse. Ce faisant, qu'est-ce qu'il vous propose ? Il vous propose des recettes qui existent, je ne vais pas dire depuis la nuit des temps, mais qui existent depuis très longtemps. L'investissement en bourse, c'est pas quelque chose de nouveau. Simplement, l'investissement en bourse, c'est quelque chose qui fait peur. Lui, Mathias, arrive avec un discours qui est rassurant, avec des produits qui peuvent être incitatifs. Je pense notamment aux comptes rémunérés. Avant de songer à investir son argent, si vous avez peur, pourquoi pas prendre un compte rémunéré ? Bon, le compte rémunéré, c'est très bien, mais c'est pas une idée nouvelle. Il y a des néobanques qui se sont lancées dans la décennie 2010 en France, proposer des livrets rémunérés. Vous pouvez en trouver aussi dans les banques, mais les banques les mettent pas forcément en avant parce que le compte rémunéré a un premier inconvénient, c'est que les intérêts que vous touchez sur ce compte-là sont redevables d'impôts. Donc une partie des intérêts que vous allez toucher, ça va être des impôts à payer. Donc c'est pas un produit très sexy. Et c'est un produit d'autant moins sexy qu'on vous propose quand même des taux qui sont jamais très élevés. On vous propose pas du 10%, on va vous proposer du 2, voire du 3, voire du 4. Et quand on vous propose en plus du 3 ou du 4, généralement ce sont des taux qu'on appelle boostés. Pour une campagne, ça va durer 2, 3, peut-être 4 mois, et puis ensuite ça va s'arrêter. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces taux sont possibles parce que Trade Republic dépose son argent auprès de la Banque Centrale Européenne, et puisqu'elle dépose son argent auprès de la Banque Centrale Européenne, notre au final, qui est celui du client, cet argent est rémunéré. Le taux de la Banque Centrale, il est revu à peu près toutes les 6 semaines. En ce moment, c'est 2%. Ça fait longtemps que c'est 2%. Mais il a été jusqu'à 4%, par exemple. Donc, il n'est pas impossible qu'un jour, Trade Republic vous propose un taux à 4, boosté à 6. Mais ça ne sera pas parce que Trade Republic vous fait une fleur. Ça sera parce que la Banque Centrale Européenne a décidé de rémunérer de façon plus importante les dépôts que Trade Republic fait auprès d'elle. Et finalement, aujourd'hui, Trade Republic, avec le concours de Mathias Bassino, c'est du storytelling, on raconte une histoire. Les éléments sont vrais, finalement. L'inflation, il y en a, mais enfin, elle a toujours existé. Le système des retraites dont on vous parle presque quotidiennement en vous disant que ça va se casser la figure. Et c'est un storytelling, d'ailleurs, qu'on a retrouvé beaucoup dans le Bitcoin. On vous disait, mais de toute façon, si vous voulez vous sauver et sauver votre vie, il faut avoir du Bitcoin. Investissez dans les cryptos, tout ça. Et c'est ça, voilà. Et c'est le même storytelling. C'est un storytelling un peu apocalyptique. C'est-à-dire que demain, vous allez sortir de chez vous et vous ne pourrez plus avoir d'argent, vous ne pourrez plus accéder à votre argent. C'est plus simple d'aller parler à Legend, Guillaume Play, qui connaît rien à la finance, que d'aller parler à un véritable journaliste financier qui va vous poser des questions certes pointues, mais qui auront de l'intérêt et qui risquent en plus de vous mettre en difficulté. Est-ce que c'est un appel à invitation Est-ce que tu aimerais discuter avec eux? Pourquoi pas, oui, mais imaginez un Mathias Bassino ça serait bien. À qui on dit, écoutez, vos produits, ils sont rien de révolutionnaire, qu'est-ce que vous répondez à ça? La seule chose moderne chez Trade Republic, c'est le développement de leur application qui vous incite, avec un système de récompense digne des meilleurs jeux portables, à investir votre argent sans nécessairement mesurer le risque qu'il y a derrière. Et ça, Gilles va revenir vous l'expliquer mieux que moi.
Trade Republic utilise quelque chose qui a été identifié par les autorités, comme l'autorité des marchés financiers notamment, mais aussi l'autorité européenne qu'on appelle l'ESMA. Ils utilisent un concept qui est celui de la gamification, des récompenses quand vous investissez et quand votre investissement a réussi. Alors le problème avec la gamification, c'est que des études ont été menées, la distribution de trophées incite les gens à prendre de plus en plus de risques. Vous recevez un message qui vous dit investissez sur les actions Nvidia par exemple, c'est l'intelligence artificielle, c'est le moment ou jamais, vous investissez, vous avez des petits flocons qui apparaissent, voilà, des confettis, des choses comme ça, qui vous disent bravo, vous êtes dans la dernière tendance et c'est super et tout. Et l'investisseur perd de vue quand même une chose qui est très importante, c'est la notion de risque. Trade Republic n'arrête pas de parler des risques que court votre argent, mais en même temps, autour des produits qu'elle met en avant, notamment pour investir en bourse, surtout pour investir en bourse, qu'elle propose, c'est d'oublier les risques. Donc on est dans un comportement qui est assez schizophrène en fait. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, le podcast le plus connu de France est arrivé après la grande période Le QG. Une émission, elle aussi, à succès, diffusée pendant 4 ans et produite par Webedia. Pour que tout le monde qui verra cette vidéo comprenne bien l'enjeu, peu importe la génération, je prends 30 secondes pour expliquer rapidement ce qu'est Webedia. Webedia, c'est l'un des plus gros groupes médias digitaux de France et même d'Europe. Créé en 2007, le groupe a construit un véritable empire autour des médias en ligne et des créateurs de contenu. Concrètement, Webedia possède ou exploite des marques comme Allociné pour le cinéma, jeuxvideo.com, Gaming, Pure People, Pure Media, et bien d'autres. Mais surtout, Webedia a été l'un des premiers groupes à racheter des entreprises, vous connaissez la fameuse histoire de Mexicom, à industrialiser le YouTube français. Ça va évidemment commencer par Squeezie, Cyprien, ou encore basculer sur Michou, McFly et Carlito, plus récemment Bailan, Nico, voilà. Différentes périodes. C'est littéralement une machine structurée. Studio, équipe de production, régie publicitaire intégrée, réseau de diffusion, apport de partenariat avec les marques. Quand vous êtes chez Webedia, vous ne jouez plus dans la cour d'un créateur indépendant qui va galérer. Non, tout est tracé. Vous êtes adossé à un groupe coté avec des investisseurs internationaux et une logique industrielle. Donc, quand une émission comme le QG, produite par eux, s'arrête brutalement en pleine saison 4 et à la semaine prochaine, sans communication officielle, ça interroge parce que c'est pas anodin. Merci à tout le public. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse fort. Gros bisous. On parle d'un groupe habitué aux stratégies calibrées, au lancement millimétré et aux clôtures maîtrisées. Et dans quelques minutes, c'est ce sur quoi on va aller creuser. Mais juste avant, parlons d'un projet presque oublié, The Game. Et bonsoir tout le monde. Salut. En direct aujourd'hui avec un invité dans un instant qui arrive dans 2 minutes. Soyez les bienvenus tout le monde. On vous offre 1 000 € comme chaque soir en répondant à 7 questions avec votre téléphone. Vous allez pouvoir jouer. On est dans le studio aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'y était pas. On est à la maison. À l'origine, si Webedia contacte Guillaume Play, c'est pour développer une application quiz. À l'époque, voilà, c'est la mode. L'idée, un live mêlant discussion libre façon Twitch, humour de plateau, puis un quiz final avec de l'argent à gagner financé par la publicité. On se retrouve demain à 19h30. On vous offrira aussi 1 000 €. On sera en direct de chez l'un d'entre vous. Si l'on cherche aujourd'hui à en retrouver des traces, celles-ci sont particulièrement millimétrées. Je vais pas vous mentir que de notre côté, on a pu mettre la main que sur une seule rediffusion publique qui totalise environ 8000 vues, donc ça fait longtemps que pas grand monde l'a vu. Vraisemblablement resté en ligne par un oubli. Le reste a disparu des radars. Donc voilà, ce projet a existé. De son côté, quand Guillaume Play évoque cette période, il le fait brièvement, presque en accéléré. Le QG, j'ai mis 6 mois à le préparer dans une pièce sans fenêtre. C'est pas une anecdote fausse, hein. Je l'ai fait au sous-sol de Webedia, dans une pièce dans le parking. Mais littéralement, dans une pièce. En dessous, on avait un sous-sol. On faisait un jeu pour les portables en dessous. Et j'ai mis quelques mois à préparer ce truc-là. L'échec est discret, mais il est réel. Après ce faux départ, panique à bord, il faut absolument rebondir. Webedia ne vont pas mobiliser toute l'équipe que Guillaume a recrutée derrière Locomotive Prod pour rien. Et c'est là que va naître le QG, de manière un peu bricolée. Et ce qui va nous l'illustrer, c'est certains dires et un détail qui va intriguer. Le nom Le QG aurait été piqué au nom de la boîte historique de Pascal Sautens. Regardez bien les dates, c'est éprouvé. Quand tu as appelé ta boîte Le QG,
Qui t'a donné l'idée? On s'est vu à Webedia. Je me dis, ouais, Pascal, je voudrais créer un truc YouTube, qu'est-ce que t'en penses? Ça peut cartonner. Je dis, ouais. Je dis, t'as le nom de. Je cherche un nom. Je dis, tu sais quoi? Je dis, moi, j'ai appelé ma société le QG Training. Et je dis, tu sais, le QG, l'avantage, c'est que voilà, c'est quartier général, c'est là où tout le monde se réunit. C'est pas mal. Il me dit, ouais, c'est pas mal, ouais, j'avoue, vas-y, je vais réfléchir. Il migra bien. À l'époque, ils étaient relativement proches. Et là encore, on a un Guillaume pas très. Ça marche pas avec le storytelling qui nous a servi. Un nom, un concept. Alors on a pris le QG parce que j'adore le quartier général. Le mot quartier général, c'est un peu militaire. J'adore tout ce qui est armée, etc. Et dans le style du plateau... Ok, pour bien comprendre la philosophie et la naissance derrière Légende, il faut un petit peu revenir là aussi sur le QG. Pour présenter avec Jimmy Labeu, l'émission s'étend de 2019 à 2022 et cumule 94 épisodes, hors émission présidentielle. Le concept, un plateau hybride entre divertissement et interview, accueillant soit des grandes célébrités, soit des profils au métier atypique. En résumé, un prototype de Légende à deux têtes, avec un public en studio et des séquences de jeu. L'échec précédent est rattrapé, les audiences sont littéralement au rendez-vous, tout semble fonctionner. Et pourtant, tout s'arrête brutalement. L'épisode 94 avec un hacker européen sort sans annonce particulière. Pas de clap de fin, pas d'épisode spécial, pas de message de au revoir, rien. Même quand il avait dû prématurément, là aussi, annoncer l'arrêt de son émission sur Énergie, il avait un petit peu plus prévenu quoi. Alors, on l'a pas encore annoncé, mais on s'en va à la fin de l'année d'énergie. Et en fait, bon, ils ont décidé que ça s'arrête un petit peu plus tôt. C'est ça. Et surprise. Voilà, petite. Non mais écoute, je vais te dire, moi je suis très heureux. C'est la vie. Et j'ai vécu cette année extraordinaire à énergie, donc que du bonheur. Et donc on arrête vendredi finalement plutôt. Vendredi. Ouais. Dans ce type de production, il est important de réaliser vraiment à cette échelle une fin est normalement scénarisé. Un dernier invité marquant, un rewind, un all-star, une rétrospective, un mot de l'équipe, là c'est silence radio. Quelques mois plus tard, alors Guillaume prendra la parole. Sa version des faits nous est expliquée, mais elle peine à convaincre. On n'était pas assez flexible. C'est-à-dire que je tournais toutes les 6 semaines, 6 émissions, en 2 jours. Et par exemple, Brad Pitt qui passe à Paris dans une avant-première, je pouvais pas le recevoir puisque le jour J, le studio n'était pas disponible à Webedia puisqu'il était disponible pour d'autres émissions, pour d'autres trucs, pour des tournages de pub, etc., etc. Du coup, j'ai quitté Webedia au mois de juin, en bon terme, il n'y a pas de problème, ni avec Jimmy Labeu d'ailleurs. Pourquoi un arrêt si brusque? Pourquoi la disparition totale de Jimmy Labeu? Pourquoi le départ de Guillaume, carrément du groupe Webedia? Aucun communiqué officiel du groupe là-dessus. Quant à Jimmy Labeu, il évoquera brièvement cette période fin 2023, mais plusieurs signaux intriguent. Absence de soutien public lors du lancement de Légende, désabonnement sur Instagram, réaction ambiguë lors de l'auto-roast organisé par McFly et Carlito début 2023. Forcément, ça se passe comment? Je vais pas m'étaler, mais ça se passe bien. Et quand tu vas arrêter, tu penses que tu vas faire quoi après? Mix and twist. Mélanger 2 trucs qui ne vont pas ensemble. Oh là 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 là. C'est comme ça. Génial, c'est génial. Ça fait du bien de présenter l'émission ensemble, Guillaume et moi. Je peux pas lui en vouloir, il m'a quitté pour quelqu'un de très connu, une vraie star, Éric Zemmour. Mais comme je disais, ça fait du bien. Parce qu'il y a des choses que je pensais que j'aurais jamais dit, tu vois. Donc, De toute façon, derrière les caméras, l'ambiance serait complètement différente. D'anciens membres de l'équipe décrivent 2 personnalités qui n'ont rien à voir. Un tandem qui semble fonctionner professionnellement à l'écran, mais des visions et une ambiance de travail qui n'auraient pas été vécues de la même manière en coulisses. Si on doit évoquer des faits qui seraient similaires, il faut dire que, on y viendra dans le chapitre concerné, mais de manière globale, Guillaume Play, en off, c'est quelqu'un qui est pointé comme pas très agréable. Et s'il y en a un qui l'a remplacé et qui en a témoigné, c'est Emmerich qui ne supportait clairement pas son comportement. Je pense que Guillaume Play, c'est le pire. Ah ouais, ce point-là. C'est un type qui respecte pas les petites personnes. À lui, c'est un C'est-à-dire qu'il arrive, le mec de la sécu, il le snob. Non, c'est pas un gars bien du tout. Mon Dieu, mais quelle horreur. Donc moi, c'est des comportements qui m'exaspèrent. D'accord. Et avec vous, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je m'en rappelle, c'était le jour de la rentrée. Il y avait tous les grands pontes. Il y avait Manu, il y avait Guillaume Play, je crois qu'il y avait Koé dans le bureau et il y avait moi. J'arrive, Guillaume Play me serre la main, il me broie les mains, tu vois ce que je veux dire? En mode, c'est chez moi ici. Je me rappelle lui avoir mis un petit coup de tête dans le bureau, devant les patrons d'énergie. Un petit coup de tête léger. C'est-à-dire? Léger, un petit coup de tête, voilà. Tu veux pas que je te le mette quand même? Mais vous rigolez? Non, je te jure, sans déconner. Sans déconner. Si, petit coup de tronche, tranquille. Et putain, on était au 5e, il y avait tous les directeurs. T'imagines le grand patron, Gaël Sanker, Morgane Serrano. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Ça s'est levé comme un seul homme, là. Je suis redescendu, je me suis dit, je suis viré. Ok.
selon plusieurs témoignages recueillis auprès de sources anonymes et d'anciens collaborateurs du QG et d'autres périodes antérieures et postérieures. Ouais, ça fait du monde. Bien, l'arrêt brutal autour de toute cette collaboration, que l'on peut ressentir presque comme un bannissement, serait intervenu dans un contexte de signalement interne grave concernant le comportement de l'animateur avec une ou plusieurs collaboratrices. Toujours selon plusieurs témoignages, la situation a été traitée en interne et la collaboration en fait aurait pris fin dans la foulée. Alors écoute, moi j'ai bossé à Webedia, j'ai vu un papier en gros avec une petite liste de youtubeurs, de personnes, de créateurs de contenu qui sont bannis de Webedia. Alors, pour un temps, je ne sais pas, ça peut être 1 mois, 2 mois, 1 an, ou peut-être à vie, je pourrais pas te le dire. Mais en tout cas, j'ai vu son prénom justement, et en gros, il ne pouvait pas accéder aux autres étages de Webedia, mis à part le rez-de-chaussée, parce que il avait le QG, donc c'était quelques mois avant qu'il termine le QG. Je pense qu'il devait terminer son contrat avec eux, et ensuite dégager, puis il l'a enregistré, et puis il partait très très vite. Dis-moi, je sors de chez Webedia, là, je me suis renseigné auprès de gens qui étaient là à cette époque-là. Personne ne veut trop en parler pour être franc. Ce qui est sûr, c'est que c'est très touchy, et ils m'ont dit qu'ils ont arrêté, on va dire, avec Guillaume Play parce que il y avait des petites affaires, quoi. Il y a des petits trucs qui étaient pas clairs, et ils voulaient pas trop reprendre le risque qui s'est passé avec Norman. Et là, comme ça, ce qui fait rebond, c'est que d'autres éléments dans le passé pas si lointain de Guillaume, que beaucoup semblent avoir oublié, soulèvent de sérieuses questions. Dans ses formats, dans son divertissement. En 2013, alors âgé de 28 ans, il avait suscité une vive polémique. À l'époque, ces séquences montraient des jeunes femmes embrassées dans la rue, sans consentement, par surprise. Alors apparemment, au milieu, il y en avait, c'était des actrices, ok, mais mine de rien, des images qui choquent, qui ont mobilisé et qui ne montraient pas du tout le bon exemple aux jeunes qui les regardaient, et pas que les jeunes. Pour un homme approchant la trentaine, un tel comportement problématique comme ça, difficile d'associer ça à une erreur de jeunesse. Hier, Guillaume Play, qui est animateur sur MC de Rising Star, qui a été très vulgaire, je ne peux même pas citer sur Europe 1 ce qu'il a dit, mais voilà, il a été très vulgaire. Très vulgaire sur Enora. Ah, parce qu'à la gonzesse, elle me casse les Qui ça, laquelle? La Enora, là. Ah ouais, elle est belle. Elle est aigrie parce que on est numéro 1 le soir et dernière le soir en radio. Ça y est, la meuf, elle est à la télé. Les opposés s'attirent peut-être. Ah non, mais c'est parce qu'on l'a nique en radio que je la nique ailleurs, non plus. Bah, je sais pas, après, faut l'appeler peut-être. À force de parler de grosses productions, d'agences, d'influence, avec des millions d'euros en investissement, on en oublierait presque une réalité, celle du coût de l'indépendance. La vraie, celle qui nous garantit une liberté de ton sans compromis, loin des conflits d'intérêts, celle qui vous assure transparence et nuance dans les propos, malgré le manque de confort que cela implique. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée. En fait, comme une grande partie de nos contenus, car nos enquêtes et analyses nous ferment des portes. Et avec celle-ci, comme vous pouvez le constater, depuis 1 an et demi, maintenant nous les produisons avec une extrême exigence. Cela malgré l'insécurité financière que ça crée. Je ne vous l'ai jamais caché, mais je préfère le préciser, je ne suis pas tout seul derrière cette chaîne. Mais il y a une poignée d'humains qui accordent leur temps libre pour construire ces vidéos que vous considérez d'utilité publique par simple engagement citoyen, en espérant qu'un jour peut-être ça portera ses fruits par la force du peuple. Que tout cela, on arrivera un minimum à en vivre. Parce qu'en effet, en apportant leur plume, analyse, expertise, regard critique, matériel pour filmer sur chaque épisode. Les vrais responsables, au-delà de moi, du succès d'estime et de la survie de la chaîne sont par exemple Gaspard, auteur, Alan, sociologue, Lucas, journaliste, Hugo derrière la caméra, bref, et d'autres humains au-delà de la production pure qui prêtent généreusement main forte. Et le problème dans cette véritable équipe de production très complète, polyvalente, je vous assure, c'est que personne n'est rémunéré. Même moi, je le suis pas en fait. Au contraire, je cumule plein de petits métiers pour tout réinjecter sur la chaîne et je vais être franc, on ne tient plus. Si seulement je pouvais compter sur les marques qui sponsorisent 90% du YouTube Game en un claquement de doigts, je le ferais. Mais on veut impacter. Et vous connaissez ma position sur beaucoup de ces partenariats et sur certains annonceurs. S'ils ne cochent pas nos exigences éthiques et de transparence, je n'en veux pas. Je vous le dis, je préférais arrêter la chaîne et trouver un 35 heures bien stable. Et j'y ai déjà pensé. Après cette vidéo et ses répercussions, je n'ai aucune idée de comment continuer. Alors, le dernier espoir, c'est vous, la TPaisance, qui parfois me suivez depuis des années. Ok, c'est simple, on a lancé une cagnotte Ulule dont vous pouvez suivre l'avancement. Le premier objectif est fixé à 12 000 €, mais si sur les 120 000 abonnés, 5 000 personnes seulement donnaient une fois 5 €, on atteindrait les 25 000, ce qui, selon ce qu'on a budgétisé, nous permettrait sur au moins une année de tous pouvoir un petit peu respirer et même lancer des bêtes de format qu'on a déjà cogité, qu'on peut pas réaliser. Si vous pensez que ce mindset et cette entraide collective a encore de beaux jours devant elle, alors vous pouvez nous aider. Si vous nous faites confiance, nous continuerons à prendre les risques, à approfondir les recherches, à passer des centaines d'heures sur chaque dossier, à recouper. Nous aurons aussi la force, si nos enquêtes comme celle-ci nous créent des soucis, de lutter. Et si un jour on parvient à en vivre durablement, putain, ça sera grâce à vous. Merci pour votre attention. Comment
né légende. Et bien même si Guillaume aurait été écarté par Webedia, il n'est pas question pour lui de disparaître du paysage. Il continue donc à monétiser son image via sa propre prod, en collaborant avec quelques structures, parmi lesquelles on va retrouver la Marine nationale ou encore Orano. Pour Orano, d'ailleurs, il avait reçu précédemment le directeur général quelques temps plus tôt dans le QG, et en fait, voilà, ça avait complètement bien marché, une grosse vague de recrutement, donc bon, et là, je suis désolé, mes petites facettes politiques du TP exigent, on va un petit peu s'attarder sur Orano. Entreprise majeure du lobby nucléaire, elle est condamnée dans le passé pour des faits de corruption en Mongolie, mise en cause concernant des opérations au Niger, épinglée à plusieurs reprises pour des questions sociales ou publicité trompeuse en faveur du nucléaire. Voilà, ce n'est pas l'objet central du tout, hein, mais disons simplement que ça éclaire certaines choses dont on parlait avant et prépare la suite. Microbombe dans le temps, l'annonce de Légende. Vient le moment où Légende est alors officiellement lancé. Manuel Diaz, Guillaume Play et une équipe de co-auteurs présentent le concept comme le podcast de demain. On nous promet un format bienveillant, censé donner la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas assez, censé montrer des personnalités sous un angle inédit, révéler l'humain derrière la célébrité. L'idée est séduisante, faire parler des anonymes tout en gardant une petite touche qui appâte de spectaculaire. Les débuts sont propres, il faut le reconnaître, l'image est maîtrisée. La suite en revanche devient plus ambiguë. Car comme le dit le proverbe, le pouvoir ne corrompt pas, il révèle. Selon une pincée de sources anonymes plus ou moins proches, au-delà de l'argent, la véritable faille serait l'obsession des chiffres chez Guillaume Play. Une quête de performance où plusieurs personnes décrivent une culture du sacrifice de l'humain au profit des chiffres. Et je me permets de citer parce que oui, il y aura tout un chapitre en fait qui sera réservé à vraiment se concentrer sur les paroles des concernés. Toutes les personnes qui sont entre lui et le succès, on a des échecs à sa réussite, des maillons faibles. Lorsque la ligne est fixée, les auteurs doivent s'y plier. Les interviews doivent ressembler à ça et parler de ça. Finalement, peu à peu, la promesse de donner la parole à tout le monde, quasiment sans filtre et guidé par la spontanéité, glisse vers une logique beaucoup plus simple. Faire parler ce qui génère le plus de clics. La mécanique des thèmes. En janvier 2026, nous avons entrepris d'analyser les 50 vidéos les plus populaires de la chaîne. Un constat s'impose, une présence massive de figures comme Philippe Boxo, finalement et méthodiquement, pas si éloigné de Stéphane Bourgoin, qui venait beaucoup à l'époque sur Énergie, et tournait autour aussi des sujets de crimes, serial killers. Alors, si l'on retire ces vidéos, en ce début d'année, près de 30% du top 50, soit environ 15 vidéos, tournent autour de la sexualité féminine, de sujets liés aux mineurs ou à l'industrie du X. On pourrait parler de cas isolés ou de performances ponctuelles, mais non, parce que lorsqu'un échantillon aussi large fait apparaître une telle concentration, il devient difficile d'ignorer une forme de surreprésentation structurée. Puis comme on le disait, une source liée à l'équipe d'auteurs affirme même qu'il s'agissait d'une orientation assumée. Mais plutôt que de tirer des conclusions hâtives et loin du concret que je ne peux vous apporter, plus que ça, nous avons choisi de confier l'analyse de ces données à Léa Chou, qui a calculé tout ce qui ressort de la chaîne Légende. Elle est sociologue et créatrice de contenu. Elle va vous proposer une lecture plus rigoureuse et factuelle. Enchantée, c'est Léa Chou. Ma spécialité, c'est la socio du travail et de l'influence. Plus précisément, j'analyse des formats et pratiques YouTube. Et j'ai été missionnée pour analyser la structure de Légende et essayer de comprendre ce qu'il y a quand on enlève tout l'enrobage. C'était un petit challenge que j'ai trouvé hyper intéressant parce que personnellement, je ne connais pas du tout la chaîne Légende. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur la chaîne et que j'ai commencé à regarder un petit peu les grands titres. Dans ces vidéos, on retrouve 17 vidéos classées dans Business, 18 dans Story et 39 dans le format Légende. Soit une moyenne d'environ 4 vidéos par semaine sur la période étudiée. Quand j'ai récupéré tous les sous-titres, j'ai ouvert R en fait et j'ai écrit un code. Et c'est là que la magie opère puisque comme vous pouvez voir, j'ai enfin les sous-titres qui apparaissent comme ça. Qui permet donc de faire ressortir les noms communs et les noms propres les plus utilisés, les verbes et les adjectifs. Vous pouvez voir les mots les plus utilisés dans chaque format, donc Business, Légende et Story. Je le précise que ça reste quand même à prendre avec des pincettes puisque on est sur un truc très en surface. Néanmoins, je trouvais que le partage de juste ce peu de recherche était quand même très intéressant. Donc voici ce qui ressort un petit peu de mon analyse et de l'analyse textuelle, c'est que donc pour le format Légende classique, on retrouve donc souvent des personnalités connues autour du récit qui mettent souvent en scène un quotidien. Donc on a des récits du quotidien avec d'un côté les femmes qui vont majoritairement plus souvent témoigner autour du relationnel et pour les hommes, on va plus être tourné sur des discours du quotidien ou autour de ce que j'ai nommé la criminalité mais qui peut être la justice, le danger. On est sur de l'insécurité relationnelle ou physique et sur les 41 personnes présentes dans le format, donc sur cette période étudiée, 28 sont des hommes et on note que dans cette playlist par rapport aux autres, il y a une présence plus importante de femmes et des personnes issues de minorités et dans ce format Légende classique, les personnes sont présentées à travers leur métier, globalement de leur capital symbolique. Ensuite, en ce qui concerne le format
format Legend Story, ça semble être centré sur toujours la sécurité, avec tout un thème autour de la criminalité, de la justice, et aussi lié à la famille. On retrouve beaucoup de mots comme papa, maman, frère, sœur. Ici, on rentre vraiment dans une intimité beaucoup moins symbolique et beaucoup plus intime, où on cherche donc d'aller au plus profond. Enfin, on est sur le sujet de la famille, qui, à mon avis, produisent un effet assez anxiogène. Et je trouve que ce n'est pas anodin d'avoir tous ces titres à la suite. À mon sens, on est sur un format drame. Sur les 18 vidéos, 12 concernent des hommes majoritairement blancs, présentés davantage comme donc des monsieur tout le monde. Là, on essaye de toucher un public précis, et chaque format légende essaye de toucher un public précis. Et en dernier, nous avons donc le format business, qui aborde principalement les sujets de l'immobilier, de la banque, de l'IA. En top mots, on a aussi Bitcoin, on a Amazon, on a Apple. Et là, on a plutôt ce format sous l'angle de révélation de secrets, comme les petits secrets que personne ne vous aurait dit, et ainsi de suite. Ce qui est le plus intéressant, c'est que sur les 17 vidéos publiées, on compte 17 hommes blancs présentés comme des spécialistes. Je précise aussi qu'il y a un autre travail beaucoup plus approfondi sur le sujet qui est sorti au moment où j'étais en train de finaliser cette vidéo avec TPZ, et qui a été fait donc par Vincent d'Internet et Juliette Brigène, qui ont aussi enquêté sur les thèmes de légende et qui ont publié cette enquête dans Le Monde avec davantage de temps et de moyens. Et d'après ce que j'ai pu en lire, il me semble que on retrouve un petit peu cette conclusion générale que les thèmes transversaux de la chaîne YouTube Légende semblent être donc la criminalité, la santé et l'entrepreneuriat, et tout ça apporté avec un vocabulaire très storytelling et très sensationnel. Et ça, c'est mon avis strictement personnel, et moi j'ai eu cette impression que du coup Légende chercherait à extraire toujours plus d'intimité avec des parcours qui sont assez rares et dramatiques, pour ensuite mettre en avant en creux des solutions plutôt libérales. La ligne éditoriale qu'on nous promet pourtant semble bien loin d'être neutre. Et mettre en avant ce qui performe ne se limite pas aux sujets sociétaux, mais s'étend aussi aux valeurs portées par l'écosystème. Le choix des invités, l'angle de traitement, les types de questions, les publications sur Instagram. En fait, sur tout l'écosystème Legend, des choix sont faits. Et l'un dans l'autre, des choix de ne pas inviter, de ne pas parler, de ne pas relayer. Le succès de Legend. Malgré les critiques récurrentes sur la qualité des interviews, le succès de Legend est réel. Les stratégies et le matraquage portent leurs fruits. Contrairement à nous qui sortons une vidéo tous les... Bon, je sais même pas. On n'a pas le même débit. Mais on va remettre les pendules à l'heure. Ce succès ne sort pas de nulle part. L'émission s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large. L'explosion du format podcast, l'allongement du temps d'écoute, la recherche d'authenticité et aussi de volonté de sortir du cadre des célébrités complètement déconnectées. Le public plébiscite ces formats longs et incarnés, et cela... avec ou sans Légende, quoi. Autrement dit, Légende sont loin d'avoir inventé la vague, mais ils l'ont bien surfé au bon moment. Un des ingrédients qui s'ajoute à cette recette du succès tient aussi en partie sur un type d'invités, ceux presque devenus parias, ceux qui viennent se racheter une image auprès du grand public que tout le monde attend au tournant, observe. Et à ce propos, j'ai profité de recevoir Lana Kareja, sémiologue, lors de ma précédente enquête, pour lui poser une question toute simple. Qu'est-ce que Légende selon ton analyse? Le média Légende, c'est un média rebranding par excellence. Les politiques, les personnalités vont sur le média pour acquérir une certaine notoriété et surtout pour retravailler leur discours. Le branding, c'est quoi? On a une image de marque qui est potentiellement négative par rapport à des crises, des scandales et autres qui vont nous toucher, des polémiques et autres, et on va essayer de redorer notre image en passant par différents canaux. On choisit son discours et finalement, c'est nous qui drivons. C'est un petit peu différent d'un échange avec un journaliste classique, sachant que Guillaume Pley n'est pas journaliste, ne l'oublions pas, il est communicant, ça oui, donc c'est-à-dire qu'il va vendre de la publicité, par contre il ne va pas vendre de l'information, ou en tout cas apporter de l'information. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va évoquer la crise d'une personne, Carlos Ghosn, Nicolas Sarkozy, ex-président par exemple, voilà, pour la promotion également de son livre, et va davantage cadrer l'interview sur l'homme. Finalement, on n'a plus un président, un ex-président de la République qui a été condamné, on a un homme comme tout le monde. Et ça s'intègre dans une communication globale. Carlos Ghosn, c'est une personne qui a souffert. Finalement, Rachida Dati, également, c'est une personne qui a souffert. Ça omet toute la réalité sur place, les condamnations, les procès en cours. Merci Lana d'avoir mis des mots sur ce qu'on est sûrement beaucoup à partager. Mais au vu de cette analyse, une question demeure encore. Pourquoi on continue massivement à consommer Légende, à regarder du Guillaume Pley? Surtout lorsqu'on lit tant de personnes le critiquer dans ses propres espaces commentaires du podcast sur YouTube, qu'il est aussi clivant, les polémiques, les dossiers. Eh bien, c'est justement ce que va explorer Alan Simon, si vous avez bien suivi, docteur en sociologie et co-auteur de cette vidéo, dans
son magnéto. Je voudrais essayer d'expliquer un sentiment qui peut être assez paradoxal qu'on peut avoir face à certains gros succès médiatiques actuels. Comment est-ce possible que des formats comme Légende ou Touche pas à mon poste, si on les compare, continuent de cartonner alors que leurs animateurs, Guillaume Play ou Cyril Hanouna, peuvent être très critiqués, voire parfois rejetés dans le débat public. Ce paradoxe, en réalité, n'en est pas vraiment un si on l'aborde sociologiquement. Parce que ce qui fidélise le public, ce n'est pas uniquement l'animateur, c'est surtout le format, le rythme et le rituel. Les travaux en sociologie des médias sur la télévision, notamment ceux de Dominique Mel ou Éric Maigret, montrent que les médias ne fonctionnent pas seulement comme des producteurs de contenu, mais comme des organisateurs du quotidien. C'est-à-dire qu'une émission diffusée très régulièrement devient un repère temporel, presque un réflexe, et on ne regarde plus vraiment pour quelqu'un, mais parce que c'est l'heure, et donc parce que ça fait partie de la routine. C'est exactement ce qui se passe avec TPMP ou avec Légende sur YouTube, qui publie à un rythme très soutenu, une vidéo le mercredi, le vendredi et le dimanche. À force de répétition, le format se dépersonnalise de ses animateurs. On ne parle plus de l'émission de Hanouna, par exemple, ou de celle de Guillaume Play, mais d'un espace médiatique identifiable qui peut être un lieu de clash, de confidence, de récits exclusifs et de tensions attendues. Les recherches sur la routinisation des médias, notamment du professeur britannique Roger Silverstone, montrent aussi que plus un contenu est fréquent, plus le public développe une forme de tolérance. Les polémiques, les scandales, les dérapages sont perçus comme des épisodes supplémentaires d'une série sans fin, rapidement absorbée par le flux continu d'informations qui sort au quotidien. Mais il n'y a pas que la routine. Il y a aussi ce que moi j'appelle un processus de désincarnation, c'est-à-dire la capacité d'un format à créer une distance symbolique entre le créateur et le contenu. Autrement dit, réussir à faire en sorte que le public ne consomme pas toi, mais ce que ton émission met en scène. Si on regarde bien, ni Hanouna ni Guillaume Play n'incarnent totalement leur concept, même s'ils l'animent. Dans Légende, ce qui captive, ce sont les invités, leurs récits, des paroles qu'on entend rarement ailleurs. Et dans TPMP, ce sont les interactions, les rôles autour de la table, la mise en scène collective du débat et du divertissement. Dans les deux cas, le spectateur assiste à une scène. Il peut ne pas aimer l'animateur, mais quand même consommer le contenu. À l'inverse, sur YouTube, certains créateurs fonctionnent autrement. Quand les vidéos sont plus rares et très centrées sur la personnalité comme Squeezie ou Amixem, le public s'attache directement à la personne. L'attachement devient presque affectif, et là, si la figure centrale déçoit, c'est tout le projet qui peut vaciller. C'est exactement ça le processus de désincarnation. Créer un concept qui peut te survivre, même si ton image se dégrade, même si tu es absent ou remplacé, un format où ta personnalité, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, n'impacte plus directement les chiffres de l'audience. Il y a bien une chose qu'on ne peut pas retirer à Guillaume, c'est sa longévité. De Energy à Legend, il a plus de 15 ans de carrière et une présence constante sur tout type d'antenne. Il a en quelque sorte l'image de l'animateur nouvelle génération, quoi. Et les faits sont là, hein. Il a traversé les époques médiatiques sans disparaître. Et la question qui touche toujours de telles figures, si problème a lieu, est-ce que ça peut durer? Eh bien, la réponse elle est simple. Cela dépendra en grande partie de la génération qu'il a vu émerger. Nous, la Gen Z, celle avec laquelle il a construit une partie de son histoire. Celle avec qui il a établi un parasocial, puis un transparasocial. Même si il est vrai qu'avec Légende, on observe un repositionnement vers un public plus âgé pour des raisons stratégiques assez évidentes. Vous sentez où je veux en venir? L'enjeu ne se situe pas uniquement du côté de l'animateur. Il se situe aussi chez nous. À quel point sommes-nous prêts à regarder en face ce que devient une figure qui nous a accompagnés durant notre adolescence? À quel point sommes-nous prêts à déconstruire, voire potentiellement cancel, quelqu'un qui a fait partie de notre paysage intime, quelqu'un qu'on écoutait tous les soirs, quelqu'un qui nous rend nostalgique, quelqu'un qu'on a idolâtré? Nombre d'entre nous ont grandi avec des références et des expériences pas toujours très cool et similaires durant l'adolescence. Une période d'insouciance, de blessures ouvertes où le divertissement a alors occupé une place centrale. Des soirées à écouter la radio, à regarder des émissions, à se sentir inclus dans une bande, même à distance. Tout ça établit un sentiment d'appartenance qui, même fictif, renforce l'attachement. Forcément que personne n'a envie de voir sa Madeleine de Proust se fissurer. Eh bien, nous y sommes. Ce que vous allez entendre maintenant, ce sont des témoignages de personnes qui ont travaillé aux côtés de Guillaume Play, couvrant différentes périodes, de l'ère Énergie au QG, l'après-QG, puis Légende, en passant par ses collaborations télévisées de très courte durée avec, par exemple, Cyril Hanouna ou Faustine Bollard, dont d'ailleurs on vous a retrouvé des petits extraits.
On m'avait vraiment attendu au tournant, j'avais présenté avec Guillaume Play, avec qui ça avait été aussi un peu compliqué. Et donc je garde pas du tout un bon souvenir, à part avec notre jury. Voilà, mais moi c'était un peu la souffrance. On a arrêté l'émission aussi, quoi, vous, parce alors que sur les équipes, je commençais à voir des personnes dans mes équipes qui se plaignaient et qui me disaient qu'il y avait de gros problèmes avec lui. Et la deuxième chose, moi Guillaume, ça fait 15 ans que je le connais, c'est que je n'ai pas entendu, et je connais peut-être 30 personnes qui ont travaillé avec lui, il y a un consensus dans le métier pour dire que c'est infâme de travailler avec lui, que ce soit les patrons, les stagiaires, les collaborateurs. Donc au bout d'un moment... J'ai fait partie du groupe Énergie pendant un certain temps, et effectivement, il y avait quand même... Enfin, c'était pas des espèces de, on va dire, de témoignages comme ça isolés. Il y avait quand même beaucoup de rumeurs, de bruissements sur ce genre effectivement, de comportement, d'humiliation. Et c'est vrai que... Ces récits dessinent le portrait d'un homme qui ne laisse personne indifférent. C'est pour cela que la grande majorité des personnes que l'on a reçues ont souhaité garder plus ou moins anonymat. Par le fait même de parler, elles craignent que la simple reconnaissance d'une voix ou d'un détail ne les expose à des pressions, qu'elles soient juridiques, mais pas que. D'autant plus que certains occupent aujourd'hui des postes dans le paysage de l'audiovisuel ou médiatique qui pourraient les desservir. Cette enquête est le fruit d'un travail rigoureux mené sur plusieurs semaines. Chaque récit a été recoupé, contextualisé, confronté aux autres témoignages ainsi qu'aux éléments rendus publics depuis 2023. Et si une telle prudence a été rendue nécessaire, c'est avant tout pour protéger les intervenants, le contenu, autour de cette grande raison qui prédomine, la peur. La peur de s'exposer à quelqu'un ou un système perçu comme influent, disposant d'un réseau conséquent et de moyens suffisants pour exercer des pressions, notamment juridiques, comme on le verra juste après. La peur aussi de devoir justifier publiquement, après parfois des années, de voir leurs intentions et leurs vérités racontées, remises en cause. Et enfin la peur d'être entraînée tout simplement dans un conflit qu'elles pensaient avoir laissé derrière elles, mais dont beaucoup n'ont jamais vraiment été guéris. Je prends encore un peu de temps, c'est important, mais beaucoup n'ont ni l'envie ni l'énergie de revivre ce qu'elles ont traversé, ni de subir une éventuelle vague de harcèlement de la part de quiconque. Voilà, je pense que vous êtes désormais bien armés sur les raisons pour lesquelles certaines voix ont été modifiées et certains détails volontairement retirés. Et puisque je vous ai promis du concret, pour saisir la peur qui entoure l'écosystème de Guillaume Play, il suffit d'observer le modus operandi de Manuel Diaz, le big boss d'Influx. Mon équipe et moi avons déterré une petite histoire locale qui pourrait s'apparenter à une culture de la pression. En effet, Manuel Diaz, passionné de basket, était passé par la direction du club de basket de Limoges, CSP. Et ce qui s'est passé offre une illustration assez frappante. Alors que, à raison, la gestion du club suscitait la colère des supporters et de la presse régionale, comme le Populaire du Centre, France Bleu et le Populaire, la moindre pique satirique qui le ciblait, même sous forme de simple tweet, faisait l'objet de mise en demeure immédiate visant les publications. Ces démarches, vécues comme des tentatives d'étouffer la contradiction, révèlent quand même une méthode marquée à utiliser la menace judiciaire, y compris pour des affaires de faible ampleur. Ayant connaissance de ça, vous comprenez bien pourquoi ça compte pour notre enquête. Ce précédent local est tout simplement le miroir des réticences que nous avons rencontrées. Et aujourd'hui, il faut se dire que l'homme a bien plus de succès. Il est évident que face à un environnement perçu comme ultra procédurier, tout le monde y réfléchisse à deux fois avant de parler, de s'engager, de révéler. Quand j'ai bossé avec Guillaume, je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est son mode de management. J'ai le sentiment d'un schéma qui se répétait. Au début, il y a une phase de séduction totale. Il me disait qu'il m'adorait, il me mettait en avant, il me flattait. Et du coup, il y a une sorte de proximité qui s'est installée. Et moi, j'ai baissé ma garde. Et j'ai accepté de repousser mes propres limites avec le sourire parce que j'étais persuadée d'avoir une forme de relation privilégiée avec lui. Et du coup, il me répétait souvent d'être à la hauteur de ses ambitions. Fallait pas le décevoir parce que voilà. Dès que j'ai cessé de vraiment coller exactement à l'image qu'il attendait de moi, tout a basculé du jour au lendemain. En fait, d'un coup, son attitude complète, elle a changé. Il est devenu distant, il est devenu parfois blessant. Et pour moi, c'était vraiment la douche froide. Déjà parce que la pression était devenue constante. En fait, mon travail, qu'il trouvait génial la veille, semblait ne plus rien valoir. Et il me faisait souvent sentir que je lui devais tout. Et en fait, il insinuait que toute ma réussite dépendait uniquement de lui. Et le pire, c'est que moi derrière, j'ai fini par le croire. C'est pour ça que je dirais que Guillaume semble avoir beaucoup de mal avec la contradiction. Dès que j'ai voulu poser des limites, faire valoir mes droits, j'ai senti que lui le vivait vraiment comme une trahison personnelle. Et il exigeait une disponibilité totale qui, pour moi, dépasse le cadre professionnel classique. J'ai aussi vécu une ambiance de compétition permanente avec mes autres collègues, où il fallait tout le temps prouver
parler de sa loyauté. C'est quelque chose de très important pour Guillaume, la loyauté. Et ça passait par une pression sur les horaires, par exemple. Ça s'arrêtait jamais, hein. Il me sollicitait même le week-end, le dimanche, en soirée. Derrière, il y avait une forme de culpabilisation parce que, par exemple, juste avant les jours fériés, parfois il nous faisait comprendre que les vrais bosseurs, eux, ils seraient là. Du coup, forcément, il y a certains de mes collègues qui se sentaient obligés d'accepter pour pas se sentir exclus du groupe. Ceux qui restaient tard, bien après les horaires de bureau classiques, étaient très souvent valorisés alors que les autres étaient dénigrés. La conséquence directe, sur certains projets, ça a conduit à l'épuisement et c'est normal. Hein. On me demandait parfois un nombre incalculable de versions pour des détails que personne ne relevait. Et moi, il m'est même arrivé d'ailleurs d'être mal à l'aise avec certaines demandes qu'il avait où on voyait que la recherche du buzz semblait prendre le pas sur tout le reste, quoi. Parfois même sur ma propre équipe. C'est quand il voit les premiers chiffres, quand il voit les premiers sous, que là, c'est un taré. Il est obsédé par, s'il voit 100 000, il veut 500 000. Et quand il voit 500 000, il veut 1 million. Quand il voit 1 million, il en veut 3. Et c'est un éternel insatisfait. Et donc, toutes les personnes qui sont entre lui et le succès, on est des échecs à son succès. Et Guillaume, c'est quelqu'un qui veut avoir tout le contrôle. Et surtout, s'il y a moindre chose qui ne lui convient pas, on est les fautifs à 100%. Toutes les équipes ont une pression énorme sur les épaules, presque 24/24. C'est-à-dire qu'on s'endort avec des vocaux de Guillaume et on se réveille avec des vocaux de Guillaume. Quand tu travailles chez les gens, tu vis, tu manges, tu respires légende. On est poussé au bar-là, il y en a plusieurs qui sont partis pour ça. Des alternants, des CDI. Il y en avait marre en fait de bosser sous tension. Tu sais, genre tout le monde rigole. Quand il rentre dans la pièce, tout le monde ferme bien sa gueule. Et on est là, tête dans le PC, et on écrit des merdes. T'as tout le monde qui avait un ennemi commun. Tu sais comment ça se passe. Ça peut vite piailler dans n'importe quelle boîte quand il y a un lien de subordination et que le manager est un petit peu insupportable. Tout le monde se lie par un truc, c'est que le gars est insupportable. Et lui, il était particulièrement insupportable. Il mettait des tensions, il mettait de la pression, il avait des coups de nerfs, mais des coups de nerfs mesurés. Parce que l'image, c'est important, tu vois. Il sait jamais, tu sais, il lève pas la main, il lève pas le... Tu sais, il est sec. Il était nerveux, piquant, méchant, blessant, tu vois. Le truc, c'est qu'il commençait à avoir une sale réputation à Webedia. Les gens, ils veulent pas bosser avec lui parce que savent que c'est un caractériel. Et ce qui ressort aussi, et ce que je pense qui est vrai, si t'es pas directeur, si t'as pas une manne financière importante, ou si t'as pas un gros tas de followers, t'es pas grand monde en fait, t'es personne quoi. À la longue, évidemment pour moi je suis devenu intenable. Moi j'ai vu plusieurs de mes collègues très proches en souffrance, parfois au bord des larmes, ça a été très très dur. Et après une longue phase à la fois de mal-être et de remise en question, j'ai baissé les bras. Quoi. En fait, après le moment où j'ai su que mes efforts ne serviraient à rien, on vient au taf avec la boule au ventre, on fait des insomnies mais rien ne change. Et c'était une période qui était vraiment difficile pour moi. Et puis petit à petit on finit par être isolé pour plein de raisons. Et j'ai compris que moi, à un moment donné, il fallait que je parte pour me protéger. Quoi. En se basant sur ces différents témoignages, qui font d'ailleurs écho à l'enquête de Street Press sortie en 2023, on peut supposer que Guillaume Pley est un patron ambitieux et que son désir d'ascension fait des dégâts sur son entourage professionnel. Et plus vous êtes en bas de l'échelle, plus vous semblez être insignifiant, comme va nous le raconter un ancien stagiaire de l'époque Énergie. Et puis autre expérience vraiment marquante, c'est qu'un jour on recevait Soprano dans l'émission, si je dis pas de bêtises c'était pour son album L'Everest. On avait mis par terre une neige synthétique sur demande de Guillaume Pley, je tiens à le préciser, et puis on avait fait une super déco, c'était vraiment quelque chose de classe, de stylé. Ce qu'il y a là-dedans, c'est qu'à un moment donné il nous a dit ouais pour sortir on va glisser, on va se casser la gueule, trouver un moyen, aller chercher les fringues qui sont en haut. Donc en gros il y avait un gros carton avec plein de t-shirts vieux usagés dans le bureau. Je suis allé là-bas et j'ai dit il veut que je les mette par terre, je les mets par terre. Dans tous ces t-shirts là, moi j'avais pas vu mais il y en avait un qui était un t-shirt dédicacé par plein de fans et là il commence à péter un plomb contre moi en me disant mais c'est quoi ces conneries, pourquoi tu fous ça par terre, tu me dis mais t'es vraiment con. Et là il m'a allumé et puis je suis parti en pleurant mais faut savoir que Guillaume Pley à ce moment-là il a aucune compassion pour rien. De toute façon honnêtement son équipe elle est bonne à aller lui chercher ses sushis quand il se les faisait livrer sur Uber Eats, trouver des sons pour son émission et sinon il nous calculait pas. De toute façon c'était le genre de mec qui arrivait 10 minutes avant son émission et dès que son émission était terminée il se barrait. Pourquoi est-ce que ça m'a fait pleurer? Premièrement parce qu'il y a une humiliation qui est vraiment violente, il faut vraiment se mettre à ma place à moi et puis de tous les stagiaires qui sont passés avant moi et après moi parce que je suis pas le seul à avoir fini dans cet état-là. Et puis il faut aussi se dire que moi j'avais payé une école 15-20 000 balles et que j'étais persuadé à ce moment-là que Guillaume Pley allait saquer toute ma réputation, que j'allais pas pouvoir travailler dans le milieu de la radio. Et donc forcément, tout ça mis bout à bout, ça m'a fait complètement craquer. De ce que nous dit notre interlocuteur, Guillaume Pley aurait agi de la même manière avec plusieurs stagiaires dans des cadres professionnels où les témoins étaient multiples. Au bout d'un moment, ça devait bien se savoir, non ?
Moi, j'avais le directeur de l'école que je faisais, une école pour devenir animateur radio, à qui j'ai dit je pense que je vais arrêter la radio. Il m'a dit non, mais on sait très bien comment ça se passe avec Guillaume Play, et si ça tenait qu'à moi, personne n'ira en stage chez lui. Dans le milieu, à mon sens, plus personne n'est dupe. Plus personne n'est dupe. Tout le monde est au courant que faut pas aller bosser là-bas. J'ai eu l'occasion, au cours de ces dernières années, de rencontrer des gens qui n'avaient pas la même expérience de moi, mais qui le connaissaient aussi. Donc, qui ont bossé soit sur le QG, soit sur Legend et tout, et qui m'ont tous raconté la même chose, quoi. Et en fait, quand tu rencontres des gens et que tu leur dis « Ah, t'as bossé avec cette personne ?» Ils te disent « Ouais, il y a toujours un petit moment de flottement de regard, genre « Ok, on peut en parler. » Cite-moi une collaboration de Guillaume Play qui a bien terminé. Avec Jimmy Labeu, avec toute l'équipe d'énergie, avec Cyril Hanouna. Je vois pas une seule fois où ça s'est bien terminé. Tout ce qu'on vient d'aborder, Romane, journaliste chez Street Press, l'avait déjà initié dans son papier. J'ai pu m'entretenir avec elle pour qu'elle nous raconte les offs de son enquête. On publie, il y a quelqu'un qui m'a appelé en anonyme et qui m'a dit je vous donnerai pas mon nom, c'est dead, mais ça c'est juste le truc qui m'a vraiment choquée moi en tant que journaliste. Après ça arrive souvent avec les gens aient peur de parler. Il y avait déjà eu des prises de parole sur les réseaux sociaux, des gens qui sous leur vrai nom expliquaient que Guillaume Play avait été un patron qui poussait au burn-out, toxique et autoritaire et tout. Et je me suis dit, mais pourquoi les gens ont si peur, quoi? D'après ce qu'on nous rapporte, le clan autour de Guillaume Play n'a pas l'air de se laisser faire quand on les attaque. On peut supposer que cette présumée pression dissuade certaines victimes de parler, car beaucoup veulent passer à autre chose et n'ont pas la force de se lancer dans des procès épuisants et financièrement dangereux, quoi. Voici désormais la parole de deux femmes aux témoignages qui se ressemblent. Pour les plus sensibles, je vous affiche des trigger warnings. Lui, contre avec lui, il le déteste parce qu'il est désagréable, parce qu'il en parlait comme de la merde. Mais nous, les filles, on le déteste parce que c'est un prédateur, en fait. J'ai commencé à être fan de Guillaume en 2012. J'avais 14 ans à l'époque. J'étais très, très naïve, Et moi, j'ai toujours adoré, j'ai toujours adulé, etc. Et c'est que depuis pas si longtemps que ça, en fait, que j'ai ouvert les yeux en tant qu'adulte et que je me dis qu'en fait, c'est un mec problématique. Et que je me suis rendu compte que ce qu'il faisait à l'époque, c'était pas normal. Et que je dis ce qu'il faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'il nous draguait. Alors pas que moi, je connais d'autres aussi. Par message, il nous posait des questions déplacées, alors qu'il avait 30 ans et que nous, on était mineurs. Et moi, à l'époque, ça me dérangeait pas parce que j'étais très naïve et que je croyais au prince charmant. Mais maintenant, je trouve ça complètement déplacé et dégueulasse. Et moi, ça a commencé, donc j'avais 14 ans. Et comme il disait qu'on pouvait... Enfin, quand je dis je le connais, en fait, c'est parce que je l'ai vu... j'ai compté, mais je l'ai vu tellement de fois que j'ai perdu le fil. Je l'ai vu au moins une quarantaine de fois entre 2012 et 2017. Voilà, de mes 14 ans à mes 19 ans, en tout, j'ai dû le voir entre 40 et 50 fois, je pense. Donc au début, je venais le voir devant Énergie parce qu'il disait tout le temps à ma radio qu'on pouvait passer... dire bonjour devant les studios, etc. Et en fait, à force d'y aller, en fait, lui, il donnait beaucoup d'importance à ses fans, surtout aux filles, et enfin, je pense. Et du coup, il me reconnaissait. Le fait qu'il me reconnaisse et qu'il me fasse des compliments, ça me fait plaisir que tu sois là, ça me fait plaisir de te voir et tout. Et ben, j'étais complètement piquée. Je me disais, oh là là, mais il m'a reconnue. Du coup, je me sentais importante. Et à l'époque, il y avait Instagram. Donc, c'est à cette époque-là qu'il a commencé à suivre un peu ses fans sur Instagram, dont moi. Bon, maintenant, avec du recul, je me rends compte qu'il suivait surtout les filles qu'il trouvait mignonnes. Moi, pour le contexte, donc j'écoutais ces émissions radio depuis 2014. Donc, il faut savoir que je suis née en 2000, donc j'avais 14 ans. À cette époque-là, il faisait des visites de studio. J'avais l'occasion d'y aller puisque mes parents, on allait à Paris avec mes parents, donc j'avais 15 ans. Donc, je suis allée visiter les studios. Donc, Guillaume me faisait visiter. On était un petit groupe. Et en fait, à partir du moment où il m'a vu, on va dire, dans les studios d'énergie, du haut de mes 15 ans, on va dire, il a commencé à avoir une approche différente avec moi. Et en fait, il a commencé à m'envoyer des messages privés pendant plusieurs mois. Et en fait, il faut savoir qu'il faisait des événements, souvent des meet-up. J'ai vu plusieurs fois plusieurs événements, en fait, les années qui suivaient, quoi. Et en fait, à chaque fois, du coup, il m'envoyait des messages. J'étais fan de ce qu'il faisait, etc. Donc, j'étais super contente d'avoir cette proximité, on va dire, avec la personne que j'admirais à l'époque, quoi. Vraiment, ça a duré de mes 15 ans à mes
19 ans, on va dire, où il m'envoyait régulièrement des messages avec des compliments, en me disant que j'étais super jolie, que en gros, il avait hâte que j'ai 18 ans aussi, donc de manière très un peu subtile, mais voilà, c'était vraiment dit, j'ai hâte que je sois majeure, hein, on sait tous pourquoi il me disait ça. Tous les ans, quasiment, il me demandait, ah, t'as quel âge maintenant? Enfin, c'était un peu très étrange d'ailleurs avec du recul. J'ai réalisé que c'était extrêmement grave très tard, parce que je sais pas, pendant des années, j'étais un peu, enfin voilà, j'y pensais pas forcément et je continuais ma vie, mais je pense que vers 2021, 2022, je me suis vraiment dit, ah oui, là, avec du recul, tout ce qui s'est passé, c'est vraiment border, quoi, on va dire, sachant qu'il avait, on a 14 ans d'écart, donc quand j'en avais 15, il avait déjà presque la trentaine, enfin un peu moins, mais voilà. Quand j'ai eu 18 ans, il m'a envoyé des messages extrêmement explicites, très très explicites, il a voulu qu'on se voit. En tant que fille de 14-15 ans, et ben on a aussi cette faiblesse et cette admiration, et lui il s'en servait beaucoup du coup pour avoir ce qu'il voulait, je pense, au final. Moi, à titre personnel, j'ai jamais accepté ses avances et je l'ai jamais vu seule, parce que bah j'avais quand même cette conscience de me dire c'est pas normal. J'ai eu cette chance, je pense, de jamais l'avoir vu toute seule et jamais avoir accepté ses demandes de rendez-vous, on va dire. Même quand j'ai eu 18 ans, je n'avais pas forcément envie, du coup. Peut-être 6 mois après mes 18 ans, bah il me parlait toujours, hein, il a su que j'avais eu 18 ans, et en fait il m'a proposé qu'on se date, en fait, tout simplement. On était déjà en couple à l'époque, hein, déjà avec sa femme. Il m'a proposé de venir me chercher, qu'on aille au restaurant tous les deux, et qu'après il me repose, etc. Bon, voilà. Il m'a proposé un date, littéralement, et il m'a je trouve extrêmement salace, surtout pour le moment. Il m'a dit, je pense qu'on aura très envie de s'embrasser. C'est ça qui m'a fait le déclic de, ah ouais, non, là c'est très clair ce qui se passe, et à partir de ce moment-là, du coup, après, il n'y a plus du tout eu de contact, parce que ça m'a vraiment, ça m'a pas traumatisé, hein. Enfin, je vais bien à l'heure actuelle, mais ça m'a vraiment dégoûté, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la personne qui était, déjà depuis toutes les années, tout ce qu'il fait depuis des années, plus ce truc-là, quoi. Des années qu'il attend, du coup, que je sois majeure, en demandant, en attendant, enfin, c'est super malsain, quoi. Et voilà. Il y a une fois où je suis venue le voir, et cette fois-ci j'étais toute seule, parce que souvent quand on y allait, on était en groupe à plusieurs. J'avais 17 ans, donc j'étais presque majeure, et j'avoue qu'à l'époque, comme j'étais folle amoureuse de lui, parce qu'il est très fort, hein, c'est un grand charismatique, j'avais qu'une hâte, c'était d'avoir 18 ans, pour qu'on puisse sortir ensemble. Voilà, j'étais complètement timbrée. Et Dieu merci, ce n'est jamais arrivé. Mais une fois j'étais allée le voir, j'avais 17 ans. D'ailleurs, j'ai une des photos sur Instagram qui date de ce jour-là, où il m'avait dit qu'il s'était acheté une nouvelle voiture. Il m'a dit, mais je te la montrerai quand tu auras 18 ans, je t'emmènerai faire un tour. Et on parlait dans le hall d'énergie, donc devant le mec de l'accueil qui devait se dire, mais Guillaume, c'est vraiment un gros dégueulasse. Je suis spéciale à ses yeux, alors qu'en fait, déjà, il devait dire ça à plein d'autres meufs. Et qu'en fait, il voulait juste baiser. Enfin, bon, clairement, il n'avait rien à foutre de moi, hein, comme toutes les autres, hein, je pense. Moi, j'ai eu la clarté d'esprit et la super bonne idée de... En fait, il me parlait sur Snap. Il était très malin, c'est qu'il me parlait sur Snap. Donc forcément, les messages, au bout de 24 heures, ils se supprimaient. Il savait très bien ce qu'il faisait. Et en fait, j'y ai pensé à enregistrer certains messages. En fait, il m'appelait beaucoup ma baby, ma jolie, ma beauté, nanana, avec des emojis et tout. J'ai fait une photo de la discussion avec un autre téléphone. Je sais pas pourquoi, j'ai eu ce réflexe de me dire, ok, je prends une photo, ça fait des preuves, etc. Et en fait, ce qui est bien sur le screenshot que j'ai, c'est qu'on voit vraiment les dates, les jours où il m'envoyait du coup ma baby, nanana, etc. Je pense qu'il a eu conscience que c'était vraiment pas top ce qu'il faisait, mais malgré tout, il le faisait, quoi. Il se sentait très bien parce qu'il arrivait à ce que ça sorte pas trop. On enlève les messages, n'en parle à personne, enfin voilà. J'ai entendu beaucoup de choses à son sujet, comme quoi c'est un pervers narcissique, comme quoi il est horrible avec ses équipes, il fait pleurer les gens, et moi c'est ça qui m'énerve encore plus. Face au public, il joue les mecs adorables, il a réussi à piéger tout le monde, et qu'en fait, par derrière, il est absolument exécrable. Oui, en fait, le problème avec Guillaume Play, c'est que au premier abord, c'est quelqu'un d'extrêmement jovial, il a l'air très gentil, très bienveillant, très à l'écoute. Et c'est le piège, c'est que, comme je disais, on ne peut pas savoir en regardant quelqu'un au premier coup d'œil. Et c'est aussi pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est toujours pas tombé. Et c'est compliqué pour les victimes de faire entendre leur voix quand on est face à un personnage public comme ça qui est globalement apprécié par tout le monde. L'image de gendre idéal de Guillaume Play et sa longévité dans l'industrie de la radio nous constitue une image positive qui est extrêmement dure à contrebalancer. Toutes les personnes qui ont témoigné dans cette vidéo nous présentent un autre visage et il y en a peut-être d'autres qui gardent le silence.
Si ça vous arrive, vous n'êtes pas seul et vous pouvez en parler, et c'est pas parce que vous avez l'impression que derrière vous pourriez être victime de représailles parce que vous êtes en début de carrière, parce que vous n'avez pas encore fait vos preuves dans ce milieu-là. C'est un milieu qui est difficile à vivre, qui peut être vraiment compliqué, et notamment quand on est des femmes. Et quand on est issu de minorités, il faut en parler. Et moi, ce que j'aimerais montrer aujourd'hui, c'est que plus on dénoncera de tels agissements, et moins il y aura d'impunité dans ce milieu-là. Donc en fait, il faut continuer. Faut pas avoir peur, faut en parler. Il faut en parler aux personnes autour de vous. Il faut en parler à vos amis, il faut en parler à votre famille. Et en fait, il faut que la honte change de camp. Et maintenant qu'on a les réseaux sociaux, je pense que c'est hyper important de pouvoir parler et éliminer ces parasites finalement, parce que ça crée des traumas, ça crée des femmes qui sont pas bien à leur peau pendant des années, des décennies, parce qu'elles en parlent pas forcément. La honte, c'est du côté des hommes justement qui font ce genre de choses, que ce soit des pédophiles, ce que vous voulez. Il y en a énormément, et c'est même souvent ceux qu'on soupçonne pas forcément. La parole peut aussi être remise en doute, mais malgré tout, faut pas lâcher, parce que dans tous les cas, c'est rarement qu'une seule victime. Il y a toujours plusieurs victimes, toujours plusieurs personnes qui ont vécu des choses similaires, et je pense que prendre le courage d'en parler, déjà, je pense que ça fait du bien à la personne, et ça fait aussi du bien à d'autres personnes qui peuvent se lancer. Du coup, ça peut faire comme effet boule de neige en fait. Plus on met de personnes, plus la personne tombera facilement, et il y aura moins il y aura de victimes, quoi. Parce que ce genre de personnes, quel que soit leur âge et le temps qui passe, elles arrêteront jamais de faire des victimes, on va dire. Donc j'ai décidé de témoigner sans cacher ma joie, parce que Guillaume, en fait, c'est un mec qui se croit tout puissant, c'est un mec qui a pris la confiance depuis beaucoup trop longtemps, et en fait, il faut pas se taire, il faut pas se cacher, il faut pas avoir peur d'un mec comme lui, parce que déjà l'union fait la force. Donc si on est nombreux contre lui, il peut rien faire. Lui, il se protège derrière ses avocats et je sais quoi. Comment dire, il faut pas accepter sa position de victime. Faut montrer qu'on sait ce qu'il a fait. C'est un gros dégueulasse, hein. Et qu'on n'accepte pas, en fait. On veut plus le laisser faire, et en fait, si on dit rien, si on se cache, il y a des mecs comme lui qui vont continuer. Il faut montrer qu'on n'accepte plus ce genre d'attitude de prédateur qui a 30 ans, qui va draguer des petites minettes mineures sur les réseaux sociaux. Voilà, si on se tait, il n'y a rien qui va changer, en fait. Libérez votre parole, nous vous écouterons. Merci pour l'attention, l'interaction et la mobilisation sur la cagnotte. Chaque don compte. Ciao la TP Zance.